Bonjour Pascal, Treffengui. Salut, comment vas-tu? Nickel. Donc, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons recevoir un personnage très atypique, qui a beaucoup d'audace, qui dit ce qu'il pense, qui est pour moi un immense intellectuel, qui a écrit beaucoup de livres, qui a des idées et qui les assume, ce que j'aime beaucoup, malgré que je ne suis pas forcément d'accord avec lui sur toutes ses positions. Mais j'ai vraiment tenu à l'inviter pour qu'il puisse être découvert par le public de notre chaîne Evolution TV. Voilà. Donc, Pascal, je te laisse te présenter un petit peu à notre public. Ok. Je Alors, t'en prie. ouais. Alors, je suis Pascal Treffengui, j'ai 53 ans. Alors, je suis à la fois connu du public francophone et du public arabophone parce que j'ai eu aussi un livre en arabe classique, hein, qui a été édité, qui a rencontré du succès au Moyen-Orient. Alors, ma particularité, c'est que du côté de ma mère, je suis algérien, D'accord. euh, avec aussi bien des gens des Arabes que des Kabyles, hein. Et en fait, un peu toutes les composantes de l'Algérie, hein, parce qu'en Algérie, on s'est toujours marié entre nous, hein, il n'y a jamais vraiment eu de barrière. On est tous des sangs mélangés et des frères, hein, de cœur en Algérie. Et puis du côté de mon père, je viens d'une des plus vieilles familles aristocratiques de France, donc une vieille famille bretonne qui remonte jusqu'au XIIIe siècle, mais on a quelques éléments qui nous disent qu'on est venu d'Angleterre au 8e siècle, au moment des invasions, qu'on a pris refuge donc avec un saint chrétien en Bretagne. Et puis donc on est resté au même endroit pendant presque 1000 ans. Voilà. D'accord. Super. Et par contre, moi, ce que j'ai vu, c'est que apparemment, tu es t'as plusieurs religions. Tu es juif, tu es chrétien, tu es musulman. Explique-nous ton concept. Comment tu. Tu es Ben, en même, je fait, crois, bouddhiste. En fait, autour du prophète Mohammed, la paix sur lui, il y avait des chrétiens, il y avait des musulmans, il y avait des zoroastriens, et il y avait des bouddhistes. Par exemple, ça a continué dans l'islam, puisque par exemple la ville de Bagdad, elle a été construite par un calife musulman, mais il y avait un financier qui était zoroastrien, un architecte qui était chrétien, des techniciens qui étaient bouddhistes. Donc la propriété de l'islam qui synthétise toutes les religions qu'il y a eu avant, hein, puisque c'est le sceau des prophéties. Donc normalement, l'islam, il reconnaît toutes les prophéties qu'il y a eu avant le prophète Mohammed, qui ont été, le Coran dit, il y a des sagesses qui ont été révélées au peuple au fur et à mesure de l'histoire. Donc normalement, le dispositif intellectuel de l'islam, c'est un discours de paix et un discours d'ouverture, c'est-à-dire que ce qu'on ne va pas trouver dans le Coran ou dans la tradition islamique elle-même, on va aller les chercher dans les autres traditions. Par exemple, on voit, par exemple, dans le Coran, il y a des juifs, hein, comme par exemple Daoud, le roi David, et puis il y a aussi des Hébreux comme Moïse, et puis il y a aussi des gens qui étaient des Sumériens comme Ibrahim, donc le prophète Abraham pour les chrétiens. Donc l'islam, ça n'a jamais été une religion sectaire, au contraire, c'est une nouvelle révélation inédite, nouvelle, avec une loi très facile, sociale, très facile à pratiquer, et en même temps tout l'héritage de tout ce qu'il y a eu avant. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu l'islam, il n'y aurait jamais eu l'Occident. Parce D'accord. qu'après la chute de l'Empire romain, les Occidentaux, ils ne savaient même plus faire du ciment, ils vivaient dans des huttes, ils vivaient comme les peuplades d'Asie centrale. Les Francs, c'était vraiment des barbares, hein, ils se battaient à coups de hache, ils construisaient des huttes comme les Gaulois. Et ce qui est le miracle de la civilisation occidentale avec Charlemagne, c'est qu'il est en contact avec le califat de Bagdad et que le calife de Bagdad va lui envoyer des savants, va lui offrir une horloge, va lui apporter des mathématiciens, des philosophes. Donc, à la base du renouveau de l'Occident après la destruction de l'Empire romain, ben, c'est les musulmans. C'est-à-dire que si les musulmans n'avaient pas donné toute cette science qu'il y avait avant eux et leur propre science à eux, s'ils n'avaient pas apporté toutes les règles de l'islam, eh bien, l'Occident ne serait pas la superpuissance qu'il est maintenant. Et je vais même dire une chose supplémentaire. J'ai fait des études de droit et un de mes sujets de thèse, c'était l'apport de la charia islamique au code civil. Et donc, c'était mon devoir de maîtrise, hein, de droit, d'histoire du code civil. Et j'ai montré dans mon devoir, c'est un devoir de 900 pages, comment Napoléon, quand il a voulu construire le code civil, il est allé chercher la charia telle qu'elle était pratiquée par les Ottomans et tous les codes de loi des Ottomans. Et il y a des parties entières du code civil français qui ont été copiées sur le code ottoman. Donc l'islam, Sur la charia, simplement. Ils l'ont la, copié sur la charia. Charia. Alors, D'accord. Idriss Aberkan, il fait plusieurs conférences en disant que ben, l'ami de toujours de la France, c'est l'islam.
Effectivement, l'ami de toujours de la France, c'est l'islam. Les musulmans ont toujours été les partenaires de la monarchie française. Il n'y a qu'avec la Révolution française et la colonisation qu'on est devenus ennemis, mais on a toujours été des frères. On s'est aidé, les musulmans nous ont beaucoup aidés à reconstruire notre civilisation après l'échec de l'Empire romain, et c'est la même chose avec les Juifs. Les Juifs, ils ont apporté, les Juifs qui vivaient dans le monde islamique, ils ont été persécutés par des chrétiens fanatiques en Espagne, mais ensuite ils sont venus en France, et tout le grand boom intellectuel, donc on a un premier boom au 8e siècle grâce aux musulmans, et on a un deuxième boom au 11e, 12e siècle grâce aux Juifs. Donc c'est tous les Juifs séfarades qui ont été élevés dans l'islam, qui parlent arabe, qui ont la culture islamique, mais qui parlent aussi hébreu, qui vont donner ce deuxième boom avec Saint Louis, le roi de France, hein, qui donne le boom de l'essor des cathédrales, etc. Les maçons musulmans et juifs qui viennent de l'Espagne des Omeyyades, c'est eux qui vont construire les grands monuments de Toulouse, Saint-Cernin, etc. Tout est copié sur l'art islamique. Donc, vouloir enlever l'islam de France, c'est comme enlever les os de la France. Vouloir enlever les Juifs de France, c'est comme enlever le système nerveux de la France. Alors peut-être il restera des liquides, mais il restera pas grand-chose. Donc on est trois grandes civilisations, la civilisation juive, la civilisation chrétienne, la civilisation musulmane. On est des frères, on est des enfants d'Ibrahim, d'Abraham. On est là pour construire ensemble. Et on y est toujours arrivé dans l'histoire. Il n'y a que des moments où on a eu des problèmes entre nous, c'est quand il y a quelqu'un qui a mis la zizanie. Et le quelqu'un qui a mis la zizanie entre les chrétiens et les juifs, et entre les chrétiens et les musulmans, c'est les Anglais. Voilà, et les Romains. Les Anglais, c'est les successeurs des Romains. Là, si tu le permets, on parlera de ça dans la deuxième partie de notre interview. Ok. Donc nous, nos civilisations, elles sont frères, elles sont sœurs. Donc la civilisation juive, elle a aidé la civilisation musulmane à se construire, hein, avec les judéo-nazaréens. Par exemple, Jésus, il avait un demi-frère hein, qui s'appelait Jacques. Et Jacques, il a créé tout un groupe spirituel qui a continué pendant plusieurs siècles. Et quand il savait que le prophète Mohammed allait apparaître, parce qu'il y avait une prophétie chez les chrétiens, dans l'évangile de Saint Jean, il s'est annoncé la venue du prophète Mohammed comme successeur de Moïse, de Moussa. Et donc, ces chrétiens de Moussa, Moussa. Ouais, en arabe, ou on dit Moussa, ouais. Et donc, ces chrétiens-là, ces juifs qui sont devenus chrétiens, ils attendaient le prophète Mohammed, et quand le prophète Mohammed est apparu, ils l'ont reconnu tout de suite, et sont tous convertis à l'islam. Mais, pardonne-moi, parce que tu dis aussi que tu es juif aussi, tu es juif, enfin, tu es hébreu, hein, tu es d'ascendance aussi hébreu, tu descends d'une petite branche, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui. Mon arrière-grand-mère, elle était donc quand il y a eu la destruction du temple, il y a les Kohanim, donc ils étaient de la tribu de Lévi, c'était ceux du temple, ils se sont réfugiés en Grèce et ils ont été déportés d'abord à Rome et après ils se sont répartis dans l'Empire romain. Donc mon arrière-grand-mère, elle vient d'une vieille famille grecque qui s'appelle les Athénas, mais qui eux ont toujours dit qu'ils étaient des descendants des Kohanim. Ils étaient des Lévis qui s'étaient réfugiés là au moment de la destruction du temple. Donc, ils étaient assez connus voilà, pour ça. Et puis, donc, moi, mon arrière-grand-mère, elle pratiquait le judaïsme, elle était juive. Et donc, quand j'allais chez mon arrière-grand-mère, eh j'étais élevé comme un juif. Voilà. Alors, mon père, il était chrétien catholique, donc avec mon père, j'ai été élevé comme un chrétien, j'ai fait l'école chez les chrétiens. Et ma grand-mère, elle était musulmane, et comme j'ai été élevé par ma grand-mère jusqu'à l'âge de 11 ans, pratiquement, eh bien, à 7 ans, par exemple, j'ai parlé plus arabe, je parlais mieux l'arabe que le français, voilà. Parce que ma grand-mère, elle parlait tout le temps arabe, elle me parlait un peu l'arabe des montagnes, un peu mélangé d'ailleurs, un peu, ouais. Derija, ce qu'on appelle le derija. Exactement. Voilà. Alors ça me fait que c'était pas possible d'écrire pour moi en arabe classique parce que c'est trop différent. Mais donc ma grand-mère, elle m'a complètement élevé dans l'islam. Tu maîtrises un petit peu le berbère, le kabyle? Tu parles un petit peu? Non, zéro. Zéro. Mais il me reste des choses. Il y a des choses qui reviennent. J'ai 53 ans, alors depuis l'âge de 7 ans. Et ça, on a oublié de le préciser. Tu vis au Brésil, hein? Tu n'es pas en France, tu n'es pas en Algérie. Hein? Tu vis au Brésil actuellement. En fait, je vis la moitié du temps au Brésil, la moitié du temps au Maroc. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Pascal, j'ai envie de. Parce que moi, j'étais découvert hein, dès le début. Et un des trucs qui m'a un peu intrigué, c'est on va dire, tu as été victime, disons les choses, d'une grosse persécution. Oui. Je ne te demande pas de prendre 50 minutes pour nous en parler, mais juste fais-nous, si tu peux, un petit résumé, parce que moi-même, personnellement, quand je t'ai entendu dans une de tes vidéos, ça m'a déstabilisé. Je me suis dit, on peut faire ça à un homme ici en Occident,
et ça passe comme ça. Ouais, ça Donc, passe comme ça. voilà, je t'en prie. Alors d'abord, les vieilles familles aristocratiques françaises, on a toujours été persécutées par la République française, c'est-à-dire où on se laissait faire par eux, hein, et on gardait nos châteaux. Mais à partir du moment où on n'était pas d'accord avec eux, ils nous ont volés, ils nous ont exterminés, ils nous ont persécutés, ils nous ont harcelés. Ça a toujours duré, hein, toujours duré. À l'école, c'était pas de l'histoire qu'on apprenait, c'était de la propagande. Par exemple, moi, quand j'étais petit, à l'école, on disait le Seigneur, il rentrait dans les champs, il détruisait la récolte et il tuait les serfs. Mais c'est débile de penser ça. C'est comme dire un patron, il rentre dans son usine, il prend une Kalachnikov, il tire sur ses employés et puis ensuite il détruit les machines. Il faut avoir une case en moins, tu vois. Donc la propagande républicaine nous disait que les nobles, ils n'étaient pas gentils, etc. C'était vraiment la propagande républicaine et après marxiste. Et donc, à partir du moment où on se dressait à l'école contre ça, tu vois, moi, je savais la vérité, je savais que c'était pas vrai, mais on se faisait saquer par les profs, tu vois. Donc, ça avait déjà commencé à cette époque-là avec les profs communistes ou les profs républicains, tu vois, qui vraiment nous saquaient Il y avait une mauvaise image des nobles, on va dire, de la noblesse. Ils nous saquaient pour le plaisir. Moi, des fois, je me prenais des mauvaises notes avec certains profs qui étaient injustifiées. Donc, ma mère, tu sais, les femmes algériennes, c'est des costauds, hein. Elles ne se laissent pas Ouais. faire, hein. Les Français, ils ont tué tellement d'hommes en Algérie que les femmes algériennes, elles ont bien dû faire le boulot des hommes comme des femmes, hein. Donc, les femmes d'Algérie, elles sont fortes. Donc, ma mère, elle allait à l'école, elle demandait à voir le proviseur, elle demandait à voir le prof, et puis Jacques. Ça allait vite. Ça partait en cacahuète. Donc voilà, après ça a continué à l'université en fait, où on se couche en fait devant le système, c'est-à-dire d'accepter tout ce que disent les anglo-saxons, les Anglais, les Américains, l'État d'Israël, où on est d'accord avec ça et tout se passe bien, ou alors on a un autre discours et à ce moment-là, pareil, on est emmerdé. Donc moi je me suis retrouvé avec des notes très très basses à certains examens alors que ma copie était bonne, tu vois. Donc voilà. Donc il y avait quand même cette persécution sur ça. Et puis après, ça a continué dans ma Voilà. vie dans ma vie d'adulte, dans ma vie d'écrivain, parce Oui. que au fur et à mesure que montait la théorie de la conspiration, moi j'appartenais à une autre école intellectuelle, qui est l'école de René Guénon. Donc René Guénon, c'est un franc-maçon français qui est devenu musulman. Tu es toi-même franc-maçon, je crois. Tu l'assumes, hein. Tu n'essaies pas de t'en cacher, hein. Ouais. Non, 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 je trouve que c'est une certitude. Dans une de tes vidéos, tu expliquais qu'au Brésil, les francs-maçons s'affichaient ouvertement, sans aucune gêne, etc. Pourquoi avoir honte? C'est les francs-maçons qui ont construit les cathédrales en Europe. C'est les Mm. maçons. Ces francs-maçons-là, ils ont hérité tout l'art de la maçonnerie, de la construction, des savants musulmans et du savant juif d'Andalousie et de Bagdad. Mm. Donc il y avait des maçons. Alors on n'appelait pas ça des francs-maçons, c'était des maçons opératifs et des maçons spéculatifs. Et ici au Brésil, c'est pas comme en Europe. Ici, la franc-maçonnerie, elle va payer un pont, elle va payer un scanner dans un hôpital, elle va payer une route. On va mettre un monument avec l'équerre et le compas en disant la loge Intel avec monsieur Intel a donné tant de millions de réals pour financer cette infrastructure, merci à eux. Et il y en a dans tout le pays comme ça. D'accord. Et ici, tu vas tu vas sur Internet, tu vois une loge franc-maçonnique, tu prends rendez-vous avec eux. S'ils pensent que tu as les capacités pour apprendre la gnose, eh ben, on t'apprend. Voilà. C'est pas une secte, c'est pas secret. Ici, c'est complètement. Aux États-Unis aussi, hein, c'est complètement open. C'est complètement open. Oui, parce que moi, j'ai vu ici, par exemple, en France, la plupart des francs-maçons sont très discrets. Moi, j'ai eu quelques copains francs-maçons qui me l'ont dit, mais des années après avoir fait leur connaissance, tu vois. Et vraiment, ils ont mis du temps, hein. Donc, ici, j'ai remarqué, c'est un peu secret. Ouais. Ouais. C'est normal parce qu'il y a eu la persécution de l'Allemagne nazie. C'est-à-dire que lorsque les nazis sont rentrés à Paris, ils sont rentrés dans les loges franc-maçonniques et la police française, les services de renseignement, ils ont donné toutes les informations sur les francs-maçons. Parce que Pétain et l'extrême droite française, ben, comme Soral par exemple, ils sont anti-maçonniques. Mais ils étaient d'accord avec les nazis. C'est-à-dire toute l'extrême droite française, qu'on appelle maintenant le Front National, eh bien, eux, ils ont empêché la France de gagner la guerre. Il y avait le Parti communiste d'un côté qui dynamitait les voies ferrées et qui mettait du sucre dans les réservoirs d'essence pour que l'armée française ne gagne pas la guerre. Et de l'autre côté, la droite française, elle voulait la victoire d'Hitler. Donc il y avait très peu de patriotes en fait. D'un côté, il y avait l'extrême droite française, le Front National actuel qui était complètement pour Le Pen, pour Hitler, et de l'autre côté, il y avait la gauche qui était complètement pour Staline. Et Hitler et Staline, ils étaient ensemble, ils avaient un accord ensemble. Ils sont rentrés en guerre qu'en 1940, la fin de 40, début 41. Donc en fait, il y avait très peu de personnes en France qui voulaient résister à Hitler parce que ça soit l'extrême ou l'extrême droite, ils étaient d'accord avec Hitler. Voilà. Donc eux, ils ont donné toutes les fiches des francs-maçons
Donc, ils ont donné les fiches des Juifs. C'est comme ça que les enfants juifs, ils ont été arrêtés par la police française. Ils ont été mis dans des trains par des policiers, des gendarmes français. Avec du renseignement français, ils ont été mis dans des trains, y compris des petits-enfants, et amenés dans les camps de gaz pour être tués, exterminés et brûlés. Et ils ont fait pareil avec... que ce moment de l'histoire, quand je l'ai découvert quand j'étais petit, ça m'a beaucoup choqué. Quand j'entendais parler, soi-disant, de voisins qui n'hésitaient pas à dénoncer son voisin avec qui il a partagé le pain, avec qui il a fait la fête la veille, tu vois ce que je veux dire? Ça m'a beaucoup choqué, ça m'a touché dans mes principes. Et le fait aussi que la police, qui est censée protéger ses citoyens sans distinction de race, sans distinction de religion, s'est mise à faire le travail contraire exact, c'est vrai que quand j'étais petit, ça m'a beaucoup troublé. Ouais. Pascal, si tu permets, je voudrais bien qu'on revienne à ce que tu as vécu, à la persécution que tu as subie. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai commencé à éditer des livres parce que moi, je n'adhérais pas du tout à la théorie de la conspiration. Donc, l'idée que c'est les Juifs qui veulent Israël, qui ont noyauté les États-Unis et qui ont noyauté l'Angleterre avec les banques pour avoir l'Israël, tu vois, c'est ce qu'on nous dit dans la théorie de la conspiration. Moi, je savais que c'était exactement le contraire. C'était un mensonge. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un au sommet qui attaquait tout le monde, y compris les Juifs, et qui avait attaqué les musulmans et qui attaquait les chrétiens catholiques. Et je savais qui c'était. Donc moi, j'ai commencé à dire, arrêtez de reprendre les théories de l'extrême droite du maréchal Pétain, tu vois, de la guerre, qui a arrêté les Juifs, qui a persécuté les musulmans aussi, qui a persécuté les francs-maçons. Tout ça, c'est des histoires. On sait très bien la structure de qui a monté cette histoire d'argent, de banque. Et ça, on va en parler dans la deuxième partie parce que c'est tellement chaud. Ouais. Donc, on va dire qu'on a voulu te faire payer. De parler. Voilà. Ouais. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Voilà. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que, alors c'est allé crescendo. Hein. Par exemple, j'avais une librairie ésotérique en France avec un journal et une maison d'édition. Tout le temps, j'ai eu des descentes de flics, j'ai été menacé. Donc, j'ai dû partir au Luxembourg. Alors, en quelle année? C'était en 98. Ouais. Après, donc, je suis parti au Luxembourg. Alors, au Luxembourg, j'ai fait ma vie. Voilà. Comme c'était une monarchie, j'étais plus tranquille au Luxembourg. Ils me persécutaient moins. Et donc, j'étais moins persécuté par les Français. Mais les Français, les services de renseignement français, ils avaient dit au service secret luxembourgeois que je travaillais pour eux, que j'étais à Luxembourg pour relever les plaques d'immatriculation des gens qui rentraient dans les banques. Et ça, c'est le service secret luxembourgeois qui me l'a dit. Donc, ils m'ont saqué auprès du service secret luxembourgeois. Et alors, le service secret luxembourgeois, il a bien vu que non. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à travailler pour une personne, voilà, comme assistant personnel. Et puis, on est de plus en plus sympathisés. Et puis après, on s'est mis ensemble, voilà. Et donc, cette personne, elle m'a adopté, voilà. Et cette personne, elle était témoin elle était quelqu'un qui avait été directeur d'une des plus grandes banques luxembourgeoises, enfin, fondé de pouvoir d'une des plus grandes banques luxembourgeoises, qui était la banque Clearstream, hein, qui était connue dans toutes les affaires de corruption, de finance, etc. Et lui, il devait témoigner dans un procès des attentats terroristes. Il y avait une vingtaine d'attentats terroristes qui avaient été faits contre l'État luxembourgeois. Lui, il était témoin et il savait que ce n'était pas un gendarme qui l'avait fait, mais que c'était les services secrets de l'OTAN. C'était l'OTAN qui avait fait des attentats terroristes parce qu'il voulait installer le secteur bancaire à Luxembourg. Donc lui, il devait témoigner dans le procès. Il ne voulait pas qu'il témoigne, parce que si lui, il avait témoigné, ça aurait fait tomber tout le monde, y compris Jean-Claude Juncker, l'actuel président, président en fait, de l'Union européenne. Hein. Donc il serait tombé avec. Et donc, le service secret luxembourgeois a provoqué sa mort, directement ou indirectement, et ils m'ont accusé. Alors moi, j'étais à 1400 km aller-retour, donc je ne pouvais pas l'avoir tué, mais ils m'ont quand même mis en prison. Et ils m'ont accusé de meurtre. Mais quand ils ont vérifié mon alibi, tout ça, eh bien, ils ont vu que ce n'était pas possible techniquement. D'abord, j'étais filmé, j'étais dans un casino pour manger. Et après, j'étais à un autre endroit, la station-service, tout ça. Ils ont eu toutes les vidéos et ils savaient que techniquement, il y avait une personne qui était avec moi, qui était une des femmes les plus riches une des familles les plus riches de Luxembourg. Cette dame-là, elle était avec moi le week-end. Et elle, ils ne pouvaient pas dire qu'elle était folle ou qu'elle prenait des médicaments ou qu'elle était âgée, comme ils ont raconté sur ma tante. Tu vois, ils ont essayé de faire passer ma tante pour quelqu'un qui prend des médicaments et folle. Elle ne l'est pas du tout, tu vois. Elle a 87 ans. À l'époque, elle était encore plus jeune. Elle avait 10 ans de moins. Elle n'était pas folle du tout, tu vois. Elle savait ce qu'elle disait. Et elle témoignait que j'étais là avec mon compagnon. Mais ils m'ont accusé quand même. Et puis alors après, quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont prétendu que ils m'ont dit que mon compagnon, mon compagnon,
mon compagnon, il aurait payé un employé de lui pour le tuer. Alors ils l'ont accusé, voilà, ils ont monté tout un truc, ils ont falsifié les dossiers, raconté des histoires, truqué l'autopsie aussi. Et quand on est arrivé au tribunal, eh bien, le médecin légiste a dit non, la police m'a fait truquer l'autopsie, c'est des menteurs. Donc tout a été démonté, de A jusqu'à Z, que c'était un montage de la police, que c'était impossible techniquement, ou que j'ai Tu as tué. été victime d'une véritable cabale. Ouais, c'était une cabale au sens commun, quoi. C'est-à-dire que les flics, ils ont voulu se débarrasser de moi. Ils sont d'abord débarrassés de mon père adoptif, et ensuite ils ont essayé de se débarrasser de moi pour qu'on témoigne pas. Sauf que donc j'ai été condamné à perpétuité sans aucune preuve en première instance. Et après, il y a eu le procès des attentats terroristes. Alors, ils ont innocenté Juncker et toute la bande hein, qui travaille pour l'OTAN, les Américains, les Anglais, ils ont innocenté tout l'OTAN. Et après, quand je suis passé en appel, ça n'a même pas duré 3 jours. On m'a dit non, non, on s'est trompé, excusez-nous, monsieur, on aurait dû vérifier, c'était impossible techniquement que ce soit la personne. On sait que ce n'est pas vous, et la personne qu'on l'a accusé de l'avoir tué, que votre compagnon l'ait demandé, ou que vous, votre compagnon l'ait demandé, techniquement, il ne peut pas avoir fait ce qu'on lui reproche, parce que pour faire 35 km venir de l'Allemagne, le tuer, retourner en Allemagne, faire un rituel, etc., qui m'accusait, il aurait fallu 5 minutes. Personne ne peut faire ça en 5 minutes. Personne ne peut faire 70 km aller-retour en 5 minutes, tuer quelqu'un dans une maison qu'il ne connaît pas. En plus, autour du cadavre de mon père adoptif, ils avaient mis toutes des choses pour m'accuser moi. Il y avait ma brosse à dents qui avait été volée dans ma maison. Donc moi, quand je suis revenu chez moi, j'avais plein de choses qui avaient disparu chez moi. Des peignes, brosse à dents, mon ordinateur. Tout avait disparu dans ma maison. J'ai dit, c'est pas possible, on a été cambriolé. Mais comment est-ce qu'on peut être cambriolé d'une brosse à dents, tu vois? Et en fait, tout ça, ça a été retrouvé dans la maison où lui, il a été tué, qui était à Luxembourg, à 60 km de chez moi, de l'autre côté de Luxembourg. Et donc, tout avait été falsifié. La police, elle a tout falsifié de A jusqu'à Z. Par exemple, normalement, quand la police, elle prend les empreintes, tu sais, elle a une petite feuille avec des numéros. Ça va de A1 jusqu'à A100, et puis après, il commence à B. Eh bien, les feuilles, elles n'étaient pas prises dans l'ordre. Donc, mon avocat, il a dit, ça veut dire qu'ils ont dit qu'il y avait mes empreintes autour, mais moi, j'y avais tout le temps vécu dans cette maison, tu vois, donc c'était normal qu'il y avait mes empreintes. Mais ils ont retrouvé que mes empreintes et celles d'une autre personne. Alors qu'il y avait une femme de ménage, un jardinier, une gouvernante, des amis. Donc, ils ont nettoyé la scène et ils ont mis tes empreintes pour qu'on ne se trompe pas. Là, ils ont nettoyé toute la scène, ils ont mis des objets à moi, des cheveux, etc. Et puis, ils ont mis, par exemple, ils ont mis plein de trucs pour m'accuser moi. Par exemple, dans un livre, ils ont mis un couteau, ils ont mis une croix à l'envers, etc. Ils ont essayé de faire un espèce de rituel ésotérique et de me faire passer pour un sataniste. Et ils ont dit, oui, oui, lui, c'est un sataniste, il fait de l'ésotérisme. Donc, c'est un sataniste. Il est franc-maçon, il fait de l'ésotérisme, il est d'origine juive. Donc c'est la théorie de la conspiration. Hein, c'est ces fameux juifs qui sont francs-maçons, qui font des rituels sataniques. Il a été tué pour l'argent. Et ils ont dit, voilà, c'est la preuve que les juifs, les francs-maçons, ils font des rituels sataniques et ils tuent des gens. Et ça a été monté par la police, les services secrets luxembourgeois. Voilà. Sauf que ça a été monté comme des glands. Et puis finalement, ça leur a pété à la gueule. Mais enfin, moi, j'ai quand même passé 4 ans en prison pour rien. Quoi. 4 ans en prison. Tu as même, je crois, été torturé, je crois, non? Oui, c'est ça, hein? Oui, ça c'était en prison et physiquement, psychologiquement, physiquement. Dans ma garde à vue à la police judiciaire de Versailles, j'ai été hospitalisé à la fin de ma garde à vue parce que le policier qui était là, dont j'ai dit le nom d'ailleurs, hein, je l'ai dit sur France 2, je l'ai écrit dans mes livres, il m'a jamais poursuivi parce que j'ai la preuve que j'étais à l'hôpital pour des brûlures. Donc il avait pris un four à micro-ondes, il l'avait mis derrière mon dos. Il avait bloqué la porte avec une fourchette, il mettait le four micro-ondes en route, il me plaquait le four micro-ondes contre le dos et il me laissait 20 minutes de four micro-ondes comme ça dans le dos. Donc j'ai eu des brûlures internes, voilà, mais je n'avais pas tellement de coups physiques. Mais ils m'ont quand même donné des coups de pied, des claques dans la figure, etc. Et donc à la fin de ma garde à vue, en fait, j'arrivais plus à tenir, quoi, je suis tombé par terre. Donc la commissaire, elle avait un peu peur, en fait. Elle savait que j'étais innocente, la commissaire. Elle avait des doutes sur mon compagnon, mais elle était sûre que j'étais innocente. Et la police luxembourgeoise et surtout le service secret français, c'est eux qui ont fait pression. Et il y avait un commissaire, donc le fameux commissaire qui m'a fait le cours micro-ondes. Lui, il n'était pas normalement sur les enquêtes criminelles, il était sur les affaires juridiques. Et lui, il s'est mis en congé pour être là le jour de mon arrestation. Et il a fait tous les procès-verbaux avec le login de policier d'un autre policier. Et ils n'ont pas filmé, ils ont fait que des audios. Ils ont prétendu au juge que les enregistrements vidéo ne fonctionnaient pas, ni audio.
Parce que le mec, il s'était mis en congé, il était là pour me mettre pour le service secret français, il était là pour me mettre des claques dans la gueule, me torturer avec un four micro-ondes pour faire que au moment où j'allais passer devant le procureur de la République, tu vois, qui allait confirmer mon extradition vers Luxembourg, eh bien, je sois complètement comme une épave. Et en fait, j'étais complètement comme une épave, hein. J'étais pratiquement incapable de parler. Et après, tu es parti du Luxembourg, je suppose, quand tu es sorti de prison, etc. Ouais, quand je suis sorti de prison, on m'a proposé de rester à Luxembourg, donc j'ai reçu des excuses publiques, j'ai été plusieurs hautes personnalités luxembourgeoises, et mon affaire, il y a eu une enquête parlementaire sur le service secret qui a été dissous, il y a eu une enquête qui a été faite sur la prison, les suicides en prison, enfin, il y a vraiment eu des réformes en cascade à Luxembourg, donc ça a aidé d'autres personnes, parce que quand j'étais en prison, donc à la prison de Luxembourg, dans les entrants, les gens qui rentrent dans la maison d'arrêt, ils utilisent du matériel psychotronique qu'on appelle les voice to school. Donc, ils envoient des micro-ondes, des ELF, et ils font vibrer les os de la personne. Et en faisant vibrer les os de la personne, eh bien, la personne entend des voix dans sa tête. C'est-à-dire, les policiers lui parlent à travers ses os. C'est-à-dire que tu es interrogé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, soit avec des enregistrements, soit avec des policiers qui se succèdent jusqu'à te mettre KO psychologiquement. Et moi, au bout de 3 mois, j'ai fait un accident vasculaire cérébral. Je suis tombé par terre, j'étais paralysé. Et personne ne m'est venu en aide. C'était juste un Marocain qui était dans la cellule d'à côté qui m'est venu en aide. Et on m'a dit, tu dois attendre 1 semaine avant d'aller voir le médecin. Et le médecin, il m'a donné 4 aspirines. Et c'est lui qui m'a aidé à me rééduquer. J'avais tout le côté paralysé. C'est ton ami marocain? Ouais, c'était un Marocain qui était dans la cellule d'à côté. Il y avait une cellule d'à côté. La mienne, c'est un Marocain. Un dealer, d'ailleurs, un vendeur de cocaïne qui m'a aidé. Voilà. Donc après, je suis sorti de prison. Et puis, quand j'étais en France, il y a quelqu'un des services secrets français qui m'est tombé dessus et qui m'a dit, de toute façon, avec ce qu'on t'a fait, tu vas avoir un cancer, tu vas crever et tu as intérêt à dégager parce que si tu ne dégages pas, on s'occupera de toi. Voilà. Donc, c'est là que tu as décidé de ramasser tes affaires et de partir au… Voilà. Donc, je suis d'abord parti au Canada. Et puis après, j'ai décidé, comme ma tante, en fait, elle avait décidé de prendre sa retraite au Brésil. Elle m'a demandé de lui donner un coup de main pour s'installer au Brésil. Et puis mon père, il a une maison au Maroc, donc je passe mon temps je suis de temps en temps au Québec, mais à cause du fait que j'ai eu un cancer très grave, hein, j'ai failli mourir, hein, et une infection généralisée. Donc, on va dire, il a eu raison, ce gars-là, des services. Oui, j'avais un cancer. Ce qu'ils t'ont fait. J'avais un cancer de tout le système lymphatique. J'avais une tumeur de 14 cm dans l'intestin, mais j'ai fait une thérapie russe qu'on appelle la sanogénèse, donc qui a très bien fonctionné. Donc, on m'a enlevé 42 tumeurs cancéreuses dans les intestins et on m'a enlevé la tumeur, elle est passée de 14 à 4 cm et demi. Donc ça, j'ai toutes les preuves. Et puis, toutes les tumeurs que j'avais sur les poumons, dans la gorge et dans le cerveau, ils ont disparu. Voilà, tout seul. Avec le traitement russe, avec la sanogénèse. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Eux surtout, et grâce aux savants russes aussi qui savent soigner le cancer. Très bien. Ouais. C'est des génies, les Russes. Hein. C'est des génies. La médecine énergétique, c'est des génies, les Russes. Ils sont très bons. Voilà. Donc, du coup, je me suis retrouvé au Brésil en ayant toujours des séquences de harcèlement qui sont menées par, pas tout le service de renseignement français, c'est juste une bande d'excités qu'il y a là. Généralement, c'est des Soraliens, c'est des gens qui adhèrent à la théorie de la conspiration, qui en ont appris les Juifs, qui en ont appris les musulmans, qui en ont appris les francs-maçons. Tu vois, ils sont dans le truc officiel. Et ce qu'ils me reprochent, c'est de dire la vérité aux gens. C'est-à-dire que derrière toute cette histoire, ce n'est pas les Juifs et ce n'est pas les francs-maçons. C'est quelqu'un. Ça, on va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie, si tu le permets. Justement, là, on arrive au terme de la première partie. Je vais te laisser te reposer un petit peu. Et là, on va reprendre tout à l'heure. On va parler, donc, très important, on va parler des violences policières dans les quartiers actuellement, depuis le début du confinement. Et les révoltes qui a lieu actuellement, ça fait quelques jours, il y a des révoltes dans les quartiers, des émeutes, d'accord? On va parler d'Alain Soral, parce que je crois que tu as des choses à dire. Et on va parler aussi du conflit israélo-palestinien, et où tu expliques, et ça c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi, où tu expliques que les Israéliens et les Palestiniens sont les dindons de la farce d'une organisation. Voilà, on ne va pas en dire plus. Donc, je te dis, Pascal, à tout à l'heure et merci. Hein. Inch'Allah, si Dieu le veut.